Bonjour tout le monde, on continue toujours notre travail autour de l'environnement Java. Cette séquence, on va la consacrer à la programmation réseau au langage Java, ou plus précisément donc le développement client-serveur, sur lequel on va utiliser donc la notion des sockets. Donc, dans une application client-serveur, vous avez un client qui est demandeur d'un service et vous avez un serveur qui peut satisfaire, c'est une ressource qui est capable de répondre aux différentes demandes, donc vis-à-vis les différents clients. Donc un serveur, ça peut être un serveur web, des coups il répond aux requêtes HTTP, donc ça peut être un serveur d'application, là on peut déployer donc les applications de l'entreprise, gestionnaire de domaine, d'authentification, etc. On peut se retrouver avec un serveur de fichiers, donc on peut se retrouver avec un serveur de messagerie, un serveur de base de données, comme on a vu auparavant avec MySQL. Bon, il y en a tant de serveurs, selon les besoins et selon le contexte, vous allez donc installer l'un ou l'autre pour répondre aux différentes requêtes envoyées par votre client. L'objectif de cette séquence, c'est vous montrer comment intégrer donc la programmation réseau en langage Java, ou plus précisément, quelle est la bibliothèque fournie par Java pour qu'on puisse arriver à développer une application client-serveur. Et plus précisément, on va découvrir donc les sockets en mode connecté ou bien en mode TCP. Du coup, dans cette séquence, il y a des prérequis qui ont une forte relation avec la thématique de réseau et des protocoles TCP/IP en général. Alors, on va se mettre dans la situation suivante. Vous avez donc un serveur, vous avez des clients. On est devant la situation suivante et on aimerait bien pardon, déterminer les différents composants de cette situation. Vous avez un client déjà qui envoie sa requête. Vous avez un serveur qui peut accepter ou bien refuser. C'est l'accept donc qui va générer une réponse au client. Et la question qui va se poser par la suite, est-ce que les deux sont déployés sur la même machine? Bien sûr que non, on parle actuellement de cloud, on parle de l'explosion de réseaux Internet en général, des coûts. Les clients et puis le serveur sont déployés d'une façon qui est, si vous voulez, séparée à l'échelle internationale. Et des coûts, pour assurer certaines communications, on aura besoin d'un canal de communication qui va assurer donc ce développement réseau en général. En quelque sorte, pour développer ou bien pour répondre à la situation de départ, vous aurez besoin d'un programme client, vous aurez besoin d'un programme serveur. Les deux ne sont pas déployés sur la même machine. Des coups, vous aurez besoin d'un réseau. Et sur le réseau, donc il faut déterminer quel est le port sur lequel on va se mettre à l'écoute pour assurer la communication entre les deux entités. Quel monde utiliser? Est-ce que le monde connecté ou bien déconnecté? Et bien sûr, il faut avoir un langage d'implémentation. Pour notre cas, c'est le langage Java avec la bibliothèque qu'on va découvrir aujourd'hui, java.net, qui veut dire network, qui vous fournit donc le nécessaire en termes de classe pour mettre en place une application orientée client-serveur. Alors, le programme client, pour que le client se connecte au serveur, il aura besoin de quelle information normalement? Je suis sur ma machine, je peux accéder ou bien envoyer la requête à une autre machine, donc obligatoirement, j'aurai besoin de savoir le host ou bien l'adresse de la machine pour que je puisse envoyer ma demande. Donc, le programme client a besoin d'identifier le port et on va découvrir la valeur ajoutée des ports et l'adresse du serveur, bien ce qu'on appelle le host. Si on travaille localement, c'est le localhost ou bien l'adresse IP 127.0.0.1 qui représente l'adresse locale de la machine. Donc, une fois le port est identifié, une fois l'adresse serveur est identifiée, automatiquement, on peut envoyer la demande par la suite. Le serveur, quant à lui, va se mettre à l'écoute. Pour se mettre à l'écoute, il faut avoir un passerelle de communication entre lui et puis les différents clients. Ce passerelle est identifié par le numéro de port, comme je vous ai montré tout à l'heure au niveau du client. Donc, il va identifier le port, le même port utilisé par le client. Il va se mettre à l'écoute, accepte ou refuse la connexion, et puis il génère la réponse par la suite. À partir de cette présentation côté client, programme client et puis serveur,
Le client aura besoin d'identifier le numéro de port ainsi que l'adresse de serveur. Le serveur, quant à lui, il va identifier le numéro de port. Donc la question qui va se poser, donc quelle est la valeur ajoutée et quel est le rôle du port? À ce niveau-là, on peut dire qu'un port est un point d'entrée à un service. Tout à l'heure, je vous ai parlé de plusieurs serveurs qui se tournent sur plusieurs services. Ça peut être un service de messagerie, ça peut être un service, si vous voulez, d'impression, des services, par exemple, de fichiers, ainsi de suite. Alors, ce service, ça peut être un service web, un service DNS, contrôleur de domaine, un service mail, sur un équipement qui est déployé sur un serveur, sur un PC, connecté à un réseau. Et des coups, je vais vous montrer tout de suite, à chaque fois que vous installez une application sur votre système, vous allez se retrouver avec les numéros de port suivants. Si vous utilisez donc le File Transfer Protocol pour l'envoi data, c'est le port 20, donc c'est un protocole TCP. Si vous faites donc le HTTP, c'est le port 80. Le HTTPS pour tout ce qui est sécurisé, c'est 443. Le MySQL, c'est 3306, ainsi de suite. Je reviens avec vous vers XAMPP pour voir un petit peu une projection de ce concept. Si je bascule vers XAMPP, alors je vous demande de remarquer que le MySQL il se met à l'écoute sur le port 3306. Le Apache il se met à l'écoute normalement pour HTTP c'est 80. Moi je l'ai changé puisque j'ai déjà un service qui se met à l'écoute sur le port 80. Je ne peux pas avoir plusieurs services qui utilisent donc le même port qui vont être déclenchés en même temps. Soit il faut déclencher l'un ou l'autre selon le contexte. Si vous voulez déclencher les deux, je change le port. Et pour le port HTTPS, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est le 443. Alors, pour afficher les ports occupés par votre machine, on peut taper la commande suivante, netstate AN, donc net qui veut dire network, state c'est l'état de network. Je lance le CMD par exemple. Et là, donc je tape la commande. Et là, le AN, c'est All Network, soit local, soit distant. Alors, netstate-AN, qui veut dire All Network. Et là, je vous demande de remarquer, il va vous afficher donc le protocole, l'adresse utilisée, l'adresse distante au cas où, et puis tout ce qui est listing, ça représente les ports qui sont en écoute. Il y a le port 81 que je vous ai montré tout à l'heure, de HTTP, il y a le port 443 pour HTTPS, il y a le 3306 que je vous ai montré tout à l'heure, ainsi que les autres ports qui sont en écoute. Donc cette commande, il permet de vérifier quels sont les ports ouverts. Peut-être que vous allez poser la question, moi je vous ai montré 81, 443 et puis 3306. Les autres ports, ça vient d'autres services, puisqu'il ne faut pas oublier que votre machine, lorsqu'elle démarre, elle démarre avec donc, un ensemble de services qui sont indispensables pour le démarrage. Et ces services-là, donc, ils utilisent ces numéros de port. Et souvent, dans le réseau, donc on peut dire que la plupart des numéros de port qui sont réservés au système, c'est entre 1 et puis 1024. Au-delà de ça, vous pouvez choisir le port que vous voulez. Et là, donc, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des prérequis réseau qui se rajoutent vis-à-vis donc cette séquence, il y a des firewalls, donc des utilitaires que vous pouvez installer pour bloquer les ports, par exemple au niveau de l'entreprise. Donc, j'aimerais bien que personne puisse accéder à, si vous voulez, à tel ou tel service. Des coups, donc, je bloque le port et comme ça, donc, je suis sûr et certain que personne ne peut arriver à ce service-là. On revient vers notre séquence. On va parler maintenant, tout à l'heure quand je vous ai montré le résultat, donc il y a les deux ports, soit il y a les deux protocoles, pardon, soit le TCP, soit le IDP. Donc on va faire une petite comparaison entre ces deux ports si vous voulez, et puis on continue notre travail vers la mise en pratique de la programmation client-serveur
à l'aide de protocoles TCP. Alors, lorsque vous voulez assurer la communication entre deux entités, vous avez deux modes. Vous avez le mode connecté et vous avez le mode déconnecté. Le mode connecté, c'est comme le cas de téléphone. Il faut donc décrocher, communiquer et puis raccrocher. Le mode déconnecté, c'est comme le service de mailing. J'envoie les mails. Si la personne est déjà connectée au serveur, donc il va si vous voulez recevoir le mail et puis me répondre par la suite. Sinon, donc il va le recevoir par la suite. Alors, dans le mode connecté, vous avez votre client, vous avez votre serveur. Le client, il envoie sa requête. Et avant l'envoi de la requête suivante, il y a ce qu'on appelle l'accusé de la réception. Dans le mode connecté, on est sûr que l'information arrive du client vers le serveur, donc il y a une certaine assurance là-dessus. Mais le fait d'avoir le va-et-vient, aller-retour, donc ça va donc influencer sur la performance et sur le temps de réponse. Alors, pour le mode TCP, le mode connecté, c'est un mode où une donnée est envoyée donc sûr d'arriver à bon port. Donc, il y a l'accusé de réception, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mieux, c'est plusieurs données sont envoyées consécutivement, donc ils seront traités de l'autre côté de la connexion dans le même ordre. Parfois, quand on envoie un flux d'informations, peut-être que l'information N plus 1 arrive avant l'information N. Avec le TCP, donc il va reconstruire le flux de données en se basant sur l'ordre d'envoi. Donc, du coup, donc il apparaît de façon claire que le protocole TCP/UDP est plus simple à utiliser. Par contre, un inconvénient sur la performance, comme je vous ai dit tout à l'heure, puisque avant donc toujours vous attendez donc le retour. Et si l'information n'arrive pas, vous allez tout refaire. Il assurera une connexion moins performante en termes de temps d'exécution puisqu'il y a le va-et-vient. Le deuxième mode, c'est le mode UDP, le mode non connecté. On peut dire qu'un programme va envoyer un paquet d'informations, plusieurs sur le réseau, et qu'il n'a aucune garantie que ce paquet arrive à destination. On envoie, et on n'a plus d'assurance sur l'arrivée de l'information, non? Il envoie plus d'un paquet, l'ordre de réception n'est pas garanti. Comme tout à l'heure, TCP, il va reconstruire. Maintenant, si la trame ou bien le flux de données N plus 1 arrive avant le N, il ne va pas prendre ça en considération. Par contre, il apparaît bien que ce mécanisme donc, assure une connexion qui est fiable puisqu'il n'y a pas le va-et-vient. Sur ce tableau récap, on peut dire que le TCP représente un protocole qui est fiable, ce qui n'est pas le cas avec le UDP. C'est une connexion orientée puisque le client et le serveur doivent être connectés à la fois. Donc c'est une connexion légère pour le UDP. Dans le TCP, on parle des synchrones. Les deux doivent être, lors de process de communication, doivent être connectés. Par contre, le UDP, il est asynchrone. Le TCP, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc il accuse la réception des trames et puis des données, ce qui n'est pas le cas avec le UDP. Donc ça représente un tableau récap concernant, si vous voulez, les deux protocoles TCP et UDP dont on a besoin pour assurer le développement client-serveur en se basant sur le langage Java. On passe maintenant à notre stade, c'est comment implémenter ce programme client-serveur en se basant sur le langage Java. Donc, plus précisément, c'est la programmation réseau. Alors, quand je vous ai dit dès le départ, si vous êtes devant une situation, la première question qui se pose, pour satisfaire mes besoins, j'aurai besoin de quelle bibliothèque? Quelles sont les bibliothèques capables de m'accompagner pour satisfaire tel ou tel besoin? Alors, comme toutes les autres séquences que je vous ai montrées auparavant, pour faire le développement client-serveur, Java il vous propose une bibliothèque java.net, .étoile. Net, ça vient de network. Et quand je dis une bibliothèque, c'est un ensemble de classes qui vont vous accompagner pour développer donc ce concept au niveau de votre programme. Alors dans cette classe, dans cette bibliothèque Java Net Étoile,
Java il vous propose une classe bien précise qui porte le nom socket. Depuis le début, donc, on se met d'accord sur le fait que vous avez un client et vous avez un serveur. Il faut avoir un canal de communication entre les deux. Ce canal de communication est assuré à partir de cette classe. Donc, on peut dire en grosso modo que un socket donc, est un point de terminaison d'une communication bidirectionnelle entre deux entités, entre un client et puis un serveur en cours d'exécution sur un réseau donné. Donc, les deux sont liés par le même numéro de port, TCP et DIP, de sorte que la couche puisse identifier la demande de partage de données. On va créer un canal de communication en se basant sur le port de protocole utilisé et sur ce qui doit être le même port entre le client et puis le serveur. Alors, le serveur, quant à lui, donc, fonctionne sur une machine bien définie, séparée de l'implémentation client. Il est lié à un numéro de port spécifique. Donc, le serveur se met simplement à l'écoute d'un client, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui demande une connexion. Et des coûts, donc le serveur, si le client utilise un socket, le serveur utilise socket server. Ben, c'est une classe qui est prédéfinie dans le java.net. Et cette classe, c'est lui qui donne la possibilité à votre serveur de se mettre à l'écoute auprès de différents clients. Donc voilà donc syntaxiquement, je peux créer donc une variable de type socket server. Le constructeur, il porte, donc on va voir qu'il y a plusieurs constructeurs, mais souvent on utilise le constructeur puisqu'on va se mettre à l'écoute vis-à-vis un numéro de port. C'est le constructeur qui utilise un seul paramètre qui est de type entier, c'est le numéro de port. Alors il y a d'autres constructeurs que vous pouvez mettre en place. Par exemple, le constructeur suivant, il dispose de numéro de port et le nombre max de connexions. Bah, je peux limiter selon si vous voulez les paramètres et les caractéristiques, si vous voulez, d'infrastructure de la solution, je peux déterminer le nombre max de machines qui peut être traitées simultanément par notre serveur, tout en se basant, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur l'infrastructure de votre plateforme. Donc, il y a notre constructeur qui utilise en plus de numéro de port et nombre max l'adresse locale. Pour le client, quant à lui, donc il envoie sa demande au serveur. Et pour envoyer sa demande, comme je vous ai dit au départ, il faut identifier deux informations, l'adresse du serveur ainsi que le numéro de port sur lequel il se met à l'écoute. Il faut identifier le port et puis il faut identifier l'adresse du serveur. Des coups, donc, le client utilise la classe socket sous la déclaration, sous son constructeur qui prend en charge les deux paramètres, le numéro de port et puis l'adresse du serveur ou bien le host en général. Donc, on va travailler sur l'architecture suivante. Vous avez votre client qui veut communiquer avec le serveur. Alors, le client, quant à lui, il utilise un socket. Pour se connecter au serveur, il va donc identifier pour notre socket l'adresse des serveurs et le numéro de port. Le serveur, quant à lui, il se met à l'écoute sur un numéro de port. Et le serveur, quant à lui, utilise donc une classe qui porte le nom server socket. Si le serveur accepte la demande du client, bah, il va le transformer. Donc cette méthode, elle retourne un socket et dès qu'on va se retrouver avec deux éléments de même type, et là on peut assurer la communication via l'envoi des requêtes et l'envoi de réponses via des éléments output, input ou bien les buffers d'entrée-sortie si vous voulez. Ce qu'il faut retenir, pour se connecter au serveur, il faut fournir à votre socket l'adresse des serveurs ainsi que le numéro de port. Le serveur est en écoute sur le numéro de port. Une fois qu'une demande arrive, il a le droit d'accepter. S'il accepte cette méthode, il retourne lui-même un socket. Et là, on va se retrouver au niveau du client, du serveur, d'un socket qui permet de jouer le rôle de canal de communication tout en partage les buffers d'entrée-sortie. Et c'est cet atelier-là qu'on va développer par la suite. Alors, l'atelier sur lequel on va travailler, on va créer donc un programme client-serveur. Le serveur il va se mettre à l'écoute et le client peut envoyer des messages au serveur. C'est-à-dire, on aimerait bien faire un affichage qui est centralisé. Tous les utilisateurs peuvent envoyer des messages
Si le serveur accepte donc le client, bah, il va afficher le message et dès qu'on va se retrouver avec un endroit où tous les messages des utilisateurs s'affichent au fur et à mesure en se basant sur le protocole TCP. Alors, au niveau de programme client, on va découvrir les éléments suivants. Donc, il faut créer un socket. Pour la socket, il faut définir l'adresse du serveur ainsi que le numéro de port. Il faut créer un buffer d'écriture pour pouvoir écrire et acheminer donc les informations via le canal pour que le serveur puisse aller au socket pour récupérer les données. Demande à l'utilisateur donc le message à envoyer et écriture sur le buffer. Alors pour ce faire, et bien sûr, donc une fois qu'on termine, il faut clôturer le buffer c'est quand vous allez donc désactiver la connexion avec le serveur. Alors pour ce faire, donc on va créer un socket avec le localhost et la machine locale et puis le numéro de port. Choisis le 5555, sinon on peut la changer. On demande au système donc d'utiliser donc de se connecter au buffer des sockets avec une variable de type output stream. Pour écrire sur donc le buffer, on doit écrire des données. Dès qu'on va utiliser le data output stream, on demande à l'utilisateur de saisir les informations. On va les lire via donc l'objet scanner ou bien le keyboard si vous voulez. Et par la suite, si vous voulez, donc on fait appel à notre, si vous voulez, méthode writeUTF. Je vous demande de remarquer qu'on va écrire sur le buffer en utilisant le format d'écriture ETF pour que les données saisies au niveau de client vont être lues avec la même façon au niveau de serveur. Et à la fin, on fait la clôture de notre buffer. Le serveur, quant à lui, donc il va identifier le port. S'il se met à l'écoute vis-à-vis les différents clients, s'il accepte les connexions clients, il va préparer le buffer d'entrée pour lire les messages envoyés par les différents clients et à la fin, il va afficher les messages. Le même concept que tout à l'heure, mais j'aurai besoin d'un serveur socket qui va se mettre à l'écoute sur le même port. À la place de output stream, on va utiliser des input stream et à la place de la méthode write que je vous ai montré tout à l'heure, on va utiliser la méthode readETF. On va découvrir tout ça au niveau de notre cas pratique. On va basculer tout de suite vers Eclipse. On va créer donc les deux programmes, client-serveur, et puis on va tester donc ce processus de communication. Alors je vous demande de basculer vers Eclipse. Donc on va créer un nouveau projet si vous voulez. Alors New Maven Project, je vais l'appeler, c'est un projet simple. Donc labo.it, donc je vais l'appeler Client Server Project, CS Project. Alors je vais créer un package. Je vais l'appeler donc CS, Client Serveur. Et là donc j'aurai besoin de deux programmes. Donc je vais créer le programme client. Et par la suite, je vais créer le programme server. Donc, la bibliothèque qu'on va utiliser, comme je vous ai dit tout à l'heure aujourd'hui, c'est la bibliothèque net.étoile. Donc, j'importe la bibliothèque, donc import java.net.étoile. Net, ça vient, comme je vous ai dit tout à l'heure, de network. Alors, je déclare le numéro de port, donc int port est égal, par exemple, j'aurais dû faire le main, puisque j'aimerais bien exécuter les programmes à la fois. Alors, au niveau de main, je déclare le numéro de port, int port égale 555 par exemple. String host, si je suis en local, ça va être localhost. Sinon, ça va être l'adresse IP, sinon l'adresse fournie par le contrôleur de domaine. Et là, je vais déclarer ma socket. Donc, je vais déclarer socket de JavaNet. Donc, je vais l'appeler socket est égal à new
Et là, on va se retrouver avec, si vous voulez, plusieurs constructeurs fournis par cette... Alors, soit le constructeur sans argument, il y a un constructeur qui fait appel à un proxy, donc nous, on s'intéresse à celui-là qui porte deux paramètres, un host et puis un port. Donc voilà notre host et voilà notre port. Bien sûr, il apparaît bien que dans cette situation, vous avez un programme client, vous avez un programme serveur, il y a l'échange entre les deux. Du coup, il y a une sorte d'entrée-sortie. C'est pour ça que vous allez voir que une fois que j'ajoute cette instruction, il va m'exiger d'intégrer donc la gestion d'exception. Puisque je suis sur le main, donc je peux utiliser un throw si vous voulez, exception. Alors là, je vous demande de remarquer, le système a déclenché deux exceptions. Une clean host exception. Si la destination, le host n'est pas reconnu, donc il va déclencher cette exception. Et une autre exception, IO exception. Input, output exception. Alors, une fois que donc notre objectif, c'est quoi, comme je vous ai dit tout à l'heure? Notre objectif, c'est arriver à afficher ou bien envoyer des messages auprès de clients et les récupérer au niveau des serveurs. C'est comme on va développer un espace d'affichage centralisé entre le client et puis le serveur. Alors, l'étape numéro 2, c'est que j'aurai besoin de ça. J'aurai besoin de data, puisque le message que j'aimerais bien écrire, alors string msg, j'aurai besoin d'un scanner pour demander à l'utilisateur qui fait partie de Java Etual. Donc, je vais l'appeler keyboard par exemple. Je vais le lier avec l'élément d'entrée par défaut qui est le clavier. Et par la suite, donc, je bascule vers les autres éléments. Donc, après avoir créé notre socket, donc, je vais créer un data, bien output, puisque j'aimerais bien écrire stream. Ça va être en temps réel, c'est le streaming. Donc, on va l'appeler par exemple output streaming OS. Je vais le lier avec ma socket. Alors, socket.getOutputStream. C'est-à-dire le buffer que je dois utiliser pour l'utilisateur, pour le client, sur lequel il va écrire des codes, bah, il va donc s'interfacer avec notre socket. Je déclare par la suite un data output stream. Je vais l'appeler data par exemple, est égal à new. Et je vais le lier avec l'objet que j'ai créé tout à l'heure qui est de type output stream qui emprunte le chemin de la socket comme étant un canal de communication entre le client et puis le serveur. Je demande à l'utilisateur par la suite de saisir votre message. Je vais récupérer dans la variable msg par la méthode keyboard. Et retourne les chaînes de caractères. Et par la suite, donc, je vais écrire sur le buffer. Et pour écrire sur le buffer, je dois utiliser donc data.write. Et je vais utiliser le format UTF. Et je lui donne le message en question. Et à la fin, bien sûr, donc j'aurais dû faire la chose suivante. Je vais clôturer donc le data. Et je vais clôturer le keyboard. Et j'affiche un message. Alors, le serveur, quant à lui, on a défini dans un premier temps les différents éléments, à savoir le port, le host, etc. Là, je veux demande qu'il va me demander même de clôturer donc notre socket.
Donc, on a défini les deux paramètres de connexion, à savoir le host et puis le port. La variable message, c'est pour envoyer un message et écrire un message sur le buffer de sortie qui sera récupéré par la suite par notre serveur. Notre clavier, variable keyboard, qui s'interface avec le périphérique d'entrée par défaut qui est le clavier en utilisant la classe scanner qui fait partie de la bibliothèque Java Etual. Vous avez donc votre output stream, puisque ce que vous allez écrire à chaud sera envoyé automatiquement vers le serveur. Le output stream, donc, il s'interface avec la socket, puisque c'est lui qui joue le rôle de passerelle entre le client et puis le serveur. Au niveau de data, donc, vous allez récupérer donc, le data output stream, c'est pour écrire sur le buffer qu'on vient de créer, qui emprunte le canal socket. On demande à l'utilisateur de saisir la valeur, le message en question. On le récupère via la variable keyboard. On écrit sur le buffer avec le format ETF pour garantir que ce que je vais écrire au niveau du client sera arrivé tel qu'il est au niveau de serveur. Et à la fin, donc, je ferme tous les objets qui s'interfacent avec les différents éléments. Je ferme le buffer, le keyboard et puis le socket en général et je génère le message suivant. J'exécute donc le client et là, on va se retrouver avec la situation suivante. Puisque là, on est en mode connecté, il nous a généré donc JavaNet Connect Exception, Connection Refused. Vous ne pouvez pas se connecter au serveur puisque le moment, on n'a pas encore mis en place notre serveur. Une fois le client est finalisé, on va basculer maintenant vers notre serveur. Donc, je vais aller vers le serveur. La même chose, je dois importer le java.net.étoile. Pardon, donc c'est import. Donc java.net.étoile. Alors, à ce niveau-là, donc je fais appel à notre main. Le serveur, quant à lui, va se mettre à l'écoute sur un numéro de port. Donc, je vais utiliser le même numéro de port. Et puis, donc, on va développer les autres parties au fur et à mesure. Alors, on va déclarer le serveur, quant à lui, va utiliser un server socket. Donc, on va l'appeler server. Est égal à new server socket. On va utiliser donc le constructeur qui utilise le numéro de port. Pour notre cas, c'est le port 555. Automatiquement, puisqu'on est dans une application client-serveur, le fait d'instancier donc l'objet, il exige la mise en place de la gestion d'exception. Je vais ajouter donc le throws declaration au niveau et des coûts, donc il génère une exception de type EOException. Alors maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que j'aimerais bien que le serveur se met à l'écoute tant que je n'ai pas arrêté, c'est-à-dire je le démarre et je l'arrête moi-même. Et pour garder donc l'exécution et le serveur en écoute, on doit générer une boucle infinie. Sort, j'aurais dû faire la chose suivante, while true. Tant que c'est true, qui est toujours vrai, du coup, le système ne va pas s'arrêter. Je vais vous demander la valeur ajoutée de ce que je viens de faire. J'exécute le programme. Donc, je vais exécuter cette classe que je viens d'ajouter. Et là, je me demande de remarquer. Voilà, je suis sur la classe serveur. OK. Dans la classe serveur, je me demande de remarquer donc la présence de ce bouton rouge, c'est-à-dire que mon programme est toujours en écoute. Quand est-ce qu'il doit s'arrêter? Quand je clique sur le bouton arrêter, maintenant, terminated. Donc, je refais l'exécution, je réexécute cette classe serveur. Et là, je vais vous demander de remarquer que le serveur est en écoute. Une fois que je veux arrêter, puisque j'aimerais bien que le serveur se mette à l'écoute jusqu'à donc l'arrêt de service. Et c'est moi qui préoccupe de l'arrêt, donc je l'arrête ici et c'est bon. On va travailler maintenant à ce niveau-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je reviens avec vous vers le schéma suivant. Je vous ai dit qu'au niveau de notre schéma, le serveur, quant à lui, il peut accepter, si vous voulez en quelque sorte, la requête.
S'il accepte la requête du client, il va générer un socket et à partir de ce socket-là, on peut assurer la communication avec notre client. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Ben, on va déclarer socket. On va l'appeler client par exemple, est égal à server.accept. Et là, je vous demande de remarquer que accept, c'est une méthode prédéfinie dans server socket et qui retourne un socket. Une fois l'élément est envoyé, maintenant le travail qu'on a effectué tout à l'heure pour le serveur, on va le faire pour le client, sauf qu'à la place de output, on va utiliser les inputs. Alors les input stream, int par exemple, je vais le lier avec ce socket. Tout à l'heure, on a branché donc l'élément, je me suis trompé ici, je vais changer. On a donc branché avec le périphérique avec le buffer de sortie. Maintenant, on va brancher le serveur avec le buffer d'entrée. Get input stream. On va déclarer un data input stream. On va le lier avec le buffer qu'on vient de créer. C'est le in. Et par la suite, donc, on va afficher le message via la méthode. Donc, je peux déclarer une variable MSG client par exemple. Je mets dedans data.readETF. Et par la suite, j'affiche le message. MSG. Donc c'est MSG client, puisque c'est cette variable que je viens de créer. Et quand je me connecte, je vais afficher le message server connect. Je relance maintenant le serveur. Donc le serveur est en écoute. Il me dit qu'en quoi server connected. Je réexécute client, sachant que tout à l'heure, il nous a déclenché une erreur connection refused. Je l'exécute. Là, j'ai plus de problème. Je peux taper test 1, entrée. Il m'affiche qu'en quoi le message est envoyé au serveur. Là, le programme client, il se termine à ce niveau-là. Je bascule ici vers server. Et là, je vais demander. Donc, le système n'a pas affiché donc le message. Donc, on va voir pourquoi alors. On va vérifier notre client. On demande le message. Et par la suite, on fait appel à notre data write UTF message. Par la suite, au niveau de serveur, dès qu'on accepte, on la branche avec, donc, si vous voulez, notre élément de base et on affiche le message par la suite. Alors, on va voir pourquoi donc le système n'a pas pu. Donc, je redémarre encore le serveur. Il est connecté. J'exécute donc le client. Je mets un message. Je bascule vers le serveur. Et là, donc, peut-être tout à l'heure problème de synchronisation. Donc, j'arrive à envoyer le message de client vers le serveur. Je réexécute le client encore une fois. Je vais envoyer maintenant test 2. Je bascule vers le serveur. Et là, je me retrouve avec les différents messages qui viennent des différents clients. Donc, je peux arrêter maintenant le serveur. Et là, donc, je peux récupérer d'autres informations. Au niveau du serveur, bah, je vais lui dire, avant d'afficher, donc, il faut afficher new date. Je relance le serveur, il est connecté. Donc, je relance le client. Donc, test 1.
automatiquement, il va me dire, il va me donner donc la date exacte, l'heure exacte de l'envoi de message. Je réexécute encore avec test2 par exemple. Et là, quand je bascule vers le serveur, on va se retrouver avec les messages qui s'envoient avec des informations sur la date d'envoi. Si vous voulez aller plus loin, on peut même récupérer donc les informations concernant l'adresse IP du client. Et pour ce faire, on va lui dire la chose suivante. Une fois le socket est accepté et créé, ben, ce qu'on va faire, donc c'est pas au niveau de client, pardon, c'est au niveau de serveur. Après accept, je déclare donc string adresse. Je fais appel à client. Get init address. .string. Récupérer donc l'adresse du client. Et là, donc, je vais afficher donc, avant le message, j'affiche la date, puis l'adresse, puis deux points, j'affiche donc le message. Donc, j'avais mis adresse sans E. Alors, j'arrête ici puisque le client, je peux pas, je lui demande de remarquer quand je réexécute encore une fois le serveur, il va me dire adresse already in use band, donc le port est déjà en écoute. J'arrête tout avant de relancer donc ces modifications. Le serveur est connecté, je démarre le client, j'envoie le message et là donc je lui demande de remarquer qu'il m'envoie la date. On est en local, donc du coup, il va récupérer l'adresse en local. C'est l'adresse localhost 127.0.0.1 et puis le message en question. Par la suite, donc, vous pouvez mettre en place un mécanisme qui va interdire quelques adresses. Vous allez accepter que quelques plages. Ça dépend du contexte et ça dépend de la situation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en dessous de la vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.